Bon, avant toute chose, je vais commencer. Oui, vous voyez de quoi je vais vous parler là. Avant toute chose, je voudrais remercier Combal, un des contributeurs de mon projet Ma Majeure Compagnie. Ça y est, j'ai pas besoin de vous saouler plus que ça. Et là, je vais faire un petit montage et on va démarrer la vidéo. Mais merci Combal, tu viens d'assurer à ton pseudo une vie éternelle sur, pour ceux qui vont reconnaître le film, d'accord? La reconnaissance éternelle, ok? Sur le YouTube, ok? Ouais. Je sais pas si c'est vraiment une dédicace spéciale, vraiment très spéciale ce que je viens de faire. Un peu pourri aussi à la base même. Mais c'est pas grave, tu m'aimes bien, t'es venu. Donc, rien que par ça, tu vois, je vais passer 44 secondes à parler de Combal. Ok? Bon, allez, sur ce, on attaque la vidéo parce qu'elle est méga longue, mais elle est pour moi méga intéressante et surtout super instructive pour toi. Donc, à tout de suite, on attaque. Allez, aujourd'hui je bosse assis. Je te présente. Alors, les laines que tu dois choisir. On pose les conditions de la vidéo là. Voilà, je vais t'expliquer comment faire un bon choix de laine par rapport à ton utilisation. Alors, je vais pas t'expliquer quel type de matériau, c'est-à-dire soit laine de verre, soit laine de roche, soit ouate de cellulose, etc. Ça, on verra ça plus tard. Je t'explique juste que si tu dois faire un comparatif chez ton marchand pour une laine de genre 100 mm ou 50 mm, etc., etc., que tu dois comparer des marques et des types de laine, lequel choisir par rapport à ton utilisation. Donc il y a un code de conduite à avoir, ok? Pour que tu t'en sortes et que tu ne te fasses pas avoir et que tu fasses une vraie comparaison. Alors, je t'ai établi un petit plan. Alors, regarde, par quelle phase tu dois passer, ok? Donc en gros, tu vas passer par d'abord. Avant de penser aux performances, il faut penser à quoi va servir ta laine. Donc il y a la sécurité, le but, et enfin les performances, et il y a la petite option écolo, ok? Donc premièrement, sur ma liste, il y a, tu vois, sécurité, CE ou Acermi. Ça c'est quoi? Alors c'est simple, CE c'est là. Tu vois, c'est là. Ça veut juste dire ça, que ça a été fait en Union Européenne, dans les conditions sécuritaires, conditions de santé, etc., etc. Il y a 6 critères, voilà, comme quoi ça a été fait en Union Européenne, nanani, nanana. Mais ça, c'est pas un logo qui valide les performances du matériau. Toi, tu dois avoir un logo d'un organisme indépendant à côté qui a validé les performances de l'étiquette, ok? Donc tu peux avoir aussi bien des produits dans le temps qui vont arriver de l'Union Européenne ou d'autres, ah, d'accord? Et qui affichent un logo comme ça, mais ça veut rien dire au niveau des performances. Ça veut juste dire qu'il a été fait dans certaines conditions. Mais ça n'a rien à voir avec les performances propres du matériau. Donc toi, tu choisis toujours un isolant qui affiche le logo. Généralement, ça sera Acermi là. Ok? C'est le CSTB français, ok, qui a mis en place cette petite entreprise qui sert à labelliser en quelque sorte les performances qui sont affichées sur les étiquettes. Donc déjà, première chose, tu vérifies quel logo Acermi. Sinon, out. C'est-à-dire que si tu vas dans un truc genre Brico Dépôt ou autre, je suis désolé pour Brico Dépôt, j'y vais aussi de temps en temps, hein, ça dépend de ce qu'on achète tout simplement, hein, faut pas être bête non plus. Mais là, si on te vend des produits basiques et que c'est tout basé sur le fait que tu vas acheter du prix et que tu dis oh ben non c'est eux c'est bon, non, tu te trompes, ok? Donc tu prends quelque chose où il y a marqué le logo Acermi ou autre organisme indépendant qui valide les performances du produit que tu vas acheter. Première chose, ça c'est la sécurité pour ton portefeuille, ok? Et puis parce que toi si tu veux être sûr d'avoir des performances que l'État, tu sais, il te demande la R égale machin, nanana, lui, il valide que certains produits et pas d'autres. Et il faut qu'il y ait ce genre de logo sur les produits que tu lui envoies. Ensuite, tu dois vérifier l'Euroclass. L'Euroclass, c'est quoi? Ça, c'est ta sécurité au feu. En quoi c'est important? Toi, tu as une maison type bois, ok? Bon, bah tu vas faire en sorte que ton matériau soit pas comme celui-là, c'est-à-dire regarde, type F. C'est-à-dire que là, il est marqué que comme quoi il a été, selon les tests, déterminé comme il n'y avait aucune qualité spécifique de résistance au feu. Ok? Alors que celui-ci, il est marqué type A2, c'est-à-dire qu'il est quasiment ininflammable. D'accord? Le mieux, c'est A1. Donc ça veut dire qu'il est ininflammable. Mais bon, généralement, tu trouveras du A2. Ok? Ça justifie le fait que tu prends un produit ou l'autre. C'est toujours pas une question de performance thermique. Là, on parle d'une utilisation. Tu es sous un plancher béton, donc souvent dans les immeubles, appartements, etc. La classe F t'ira très bien. C'est pas ton plancher béton qui va prendre feu, ok? Par contre, tu es dans une maison en bois, tu vas choisir une laine classée A2 ou A1, tu vois, S1, D0. C'est une laine qui est classée pour une résistance au feu, ok? Et selon bah, l'épaisseur que tu vas en mettre dans tes contre-cloisons ou plafonds,
bah, automatiquement, ça va aider à la protection de ta structure. On est bien d'accord. Ok? Donc, ça, c'est la norme sécurité pour le feu. Petite sécurité suivante, l'utilisation que tu vas en avoir. Craft ou pas craft? Le craft, c'est quoi? Le craft, c'est que sur ton produit, soit on te vend la laine nue, donc comme ça, soit on te la vend avec le craft, comme ça. Bah, c'est pas marqué dessus. Donc là, c'est quand tu regardes le rouleau à travers, généralement, tu vois si c'est nu ou si y a le craft, il y a les dessins. Là, tu vois, tu le vois à travers, là, il y a les dessins. Et là, c'est de la nue, d'accord? D'accord, j'ai pris deux rouleaux exprès pour te faire une comparaison. J'avais un dans mon camion là. Donc, ça, il y a un craft et ça, il n'y en a pas. C'est quoi la différence? Quoi qu'est-ce la différence? Bon, la différence, c'est simple. C'est que toi, si tu as un type de mur qui est genre poreux, etc., qui demande une certaine régulation au niveau de l'hygrométrie, donc de la régulation de l'eau dans l'air du produit, de ton mur, tu vas éviter de lui apporter trop d'hygrométrie supplémentaire depuis ta pièce. Toi, si tu as genre une rénovation à faire, que ta pièce tu as prévu de bien isoler et donc tu vas et de bien ou de bien chauffer, etc. Tu sais que plus tu chauffes, plus tu développes de l'humidité et ça va transiter à travers tes murs. Donc soit c'est freiné par un par vapeur, soit ça n'est pas freiné sans par vapeur. Et du coup, tu apporterais trop d'humidité à ton mur derrière, qui est déjà lui avec une petite tendance poreuse. Donc ce que tu fais, toi, parce que j'ai la tête tordue depuis tout à l'heure, c'est pas cool là. Je finis par un torticolis à la fin de la vidéo en 10 minutes là. Donc tu vas choisir si tu as un mur qui est poreux, genre type pierre, etc., à des conditions climatiques spécifiques, donc tu sais ce que tu as chez toi quand même, hein. Bon, si y a de la porosité et s'il y a de l'humidité, tu le sais avant de poser ton produit. Bon, bah, tu choisis automatiquement avec Craft, ok? Pour éviter qu'il y ait un transfert trop important d'humidité vers ton mur, ok? Et que ça se stocke à l'arrière, et donc que ça te cause des problèmes, plutôt qu'une laine sans Craft, ok? Petite autre chose, ah oui, si jamais, c'est un petit détail ça, mais bon, si jamais tu as prévu de mettre, tu es dans du neuf, donc tu as prévu de mettre une membrane par vapeur ou frein vapeur à l'intérieur de tes murs ou de tes plafonds, tu ne mets pas de craft pour pas qu'il y ait d'accumulation d'humidité entre le craft de ta laine et ton pare-vapeur qui passe devant, ok? C'est pas prévu pour. Ok, ça c'est prévu pour freiner. Donc si tu mets un deuxième frein devant, mais il y a toujours un petit peu qui transite, hein, et que ça se bloque entre les deux, c'est là qu'il y a une accumulation d'humidité trop importante et c'est pas bon du tout. Ok, donc tu prends de la laine nue si tu as déjà une membrane prévue devant. Et pour les plafonds, si tu mets genre deux pots croisés de laine, la première si t'as pas de membrane posée devant. La première, si tu as un craft, la deuxième laine qui est dessus et qui est croisée, elle doit être nue, donc sans craft, pour pas qu'il y ait un stockage d'humidité entre les deux laines croisées, ok, et les deux crafts, ok. Ça c'est bon à savoir. Là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, mais on reviendra sur ce petit point dans une autre vidéo où j'expliquerai le fonctionnement de la transition, de l'humidité, tout ça. Mais là, on est dans le choix des matériaux. Ensuite, la qualité de dans la qualité de la, oui, voilà, la sécurité pour toi, pour la sécurité pour les habitants. Ok. Alors A+, là, la sécurité là, qui est marqué A+. A+, tu vois, on n'est toujours pas dans les performances énergétiques, hein. Là, la qualité dans l'air, A+, et A+. Pourquoi c'est important? Parce que par exemple, là, si toi, tu es t'es un professionnel, tu travailles tout le temps et tu fais la pose de faux plafonds avec, tu sais, des dalles et des structures métalliques. C'est pas un plafond qui est fermé. Donc là, pour les gens qui vont être dessous, genre dans les bureaux, etc., il faut que tu aies une laine par-dessus qui soit pas nocive dans l'air ou alors le minima. Donc il va y avoir deux choix. Soit tu prends de la A+, la qualité A+, comme ça, là, et ça va être des laines type avec quand même des développements de COV, donc à base de formaldéhyde, les cols. Soit des laines type Pure One de chez Ursa, qui sont avec des cols, c'est-à-dire ce qui sert à coller les fibres entre elles, une colle à base d'eau, d'accord? Une colle, on dit phase aqueuse, ok? C'est plus ça qui va être utilisé dans ce type de plafond. Ou alors des laines qui développent très peu de choses dans l'air, même si depuis 2002, il faut le savoir quand même, toutes les laines qui ne sont pas à base d'eau sont déclarées comme cancérigènes quand même, parce que bah, elles sont avec des cols formaldéhyde et d'autres cols encore, je ne sais plus le nom, qui font que ben, dans l'air, dans le temps, c'est nocif pour la santé et c'est cancérigène. Ok? Depuis 2002. Ils le savent tous, mais bon, ils s'y mettent doucement. D'accord? On est quand même en 2015. D'accord? Et la vidéo, là, je sais pas combien de temps elle va durer, mais avant qu'ils fassent le boulot, mais
ça va pas le faire. Donc, tu t'arranges pour prendre du A+. Et puis même, toi, en termes d'utilisation, si tu travailles souvent avec des produits, autant travailler avec un bon produit pour qu'il va éviter que demain tu finisses avec un cancer, ok? Des poumons, d'accord? Et toi, chez toi, selon le type euh, de fonctionnement de ta maison, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins bien ventilée et que tu sais qu'il risque d'avoir un genre d'aération entre l'arrière de ton mur et ta maison, tu évites que ce genre de laine transite dans ta maison avec une laine bien pourrie. Je m'explique. Dans certains cas de figure, ah mais ça risque de couper. Je suis obligé de mettre pause là sur le moment là. Allez, on reprend. Donc, où j'en étais moi? Dans certains cas de figure, voilà, j'en étais là. Dans certains cas de figure, euh, la, la façon dont tu dois faire fonctionner l'aération de tes murs à l'arrière, parce que genre t'as des vieux murs en chanvre ou je sais pas quoi, enfin un truc bien humide ou quoi que ce soit, d'accord? Je dis pas que le chanvre est humide, oubliez ce que je viens de dire, mais voilà. Et ben tu es obligé de mettre des fois des petites bouches d'aération sur tes murs pour que l'air de ta maison et surtout que l'air qui vient de derrière ton mur puisse transiter vers chez toi pour que le mur reste pas trop poreux parce que si tu le fermes alors que c'est un mur qui a vachement tendance humide et qui est vachement épais comme ça, tu sais très bien que son job à lui c'est de gérer l'humidité par devant le mur vers chez toi et qu'il n'aura pas le temps de transiter l'humidité vers l'extérieur. Du genre, ton mur fait 50 ou 60, quoi, et qu'il est bien poreux du côté de chez toi, il va pas évacuer son humidité vers l'extérieur. Il lui évacuera toujours vers chez toi. Et si toi, tu as l'intention de faire une belle isolation devant pour faire un truc bien propre en placo, s'il y a trop d'humidité derrière, tu vas être obligé de faire quelques petites bouches à droite et à gauche pour qu'il y ait une circulation d'air naturelle quand même qui se fasse un petit peu plus pour ce mur-là. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que ça va transiter par la laine que tu as mis dans ton mur. Et donc si c'est une laine qui n'est pas bien classée ou nocive pour la santé, bah, tu vas ramener ça avec l'air. Ok? Donc dans ces cas-là, tu fais un bon choix de laine. Voilà, on a fait le petit tour de sécurité. Tu vois? On a bien passé 10 minutes, on n'a toujours pas parlé de performance. Tu vas voir que la performance, en fait, c'est pas le plus important. Il faut surtout que tu aies le matériau adapté. Bon, c'est pour ceux que ça gonfle, là vous pouvez partir tout de suite, parce que je sais que les vidéos des fois sont un petit peu longues et puis bon du coup vous zappez. Mais bon, vu que c'est pour toi et que tu as posé la question, je te réponds, je prends le temps, on est d'accord. Alors maintenant, le but. Ah oui, toujours pas de performance. Le but de ta laine, c'est quoi? Mur ou plafond? Donc selon si c'est un mur ou un plafond, tu vas choisir une laine souple ou rigide, ok? Par exemple, il y a des laines type GR32, grande rigidité 32, je t'expliquerai après ce que c'est, ok? Ça, c'est souvent destiné, les laines rigides, au mur ou aux contre-cloisons, ok? Et les laines souples sont souvent destinées soit au rampant, soit au plafond, ok? Donc selon le type d'utilisation que tu vas avoir, soit ton mur, soit ton plafond, tu vas choisir soit de la semi-rigide ou de la rigide, et pas de la souple, parce que tu veux pas que ça s'écroule dedans. Et par contre, pour tes plafonds, tu vas choisir généralement de la souple, et qui va se développer, qui va avoir moins de densité sur un espace donné, mais plus sur une largeur, parce qu'elle aura la place. Ok? Donc tu vas choisir souple, plafond, semi-rigide ou rigide, mur. Ok? C'est pour la tenue. Ça, c'était un point qui était vite fait. Alors, maintenant, on va parler enfin des performances. On a posé les bases, d'accord? On va dire qu'ils sont tous pareils, regarde. CE, CE, classe F, classe A2. À la limite, là, je m'en fous, je suis sous plancher béton. Bon, il a le logo Acermi, il a le logo Acermi. La qualité de l'air A+, A+, ok? Donc là, maintenant, on a les mêmes bases tous les deux, et tout roule, parce que je suis sous plancher béton, là, tu vois? Donc, à part la classe feu, qui fait qu'il y en aura un des deux qui aurait été différent, tout le reste, tout roule. Ok? Donc maintenant, regarde, 101 mm, 100 mm. Bon, 101 mm, je sais pas où ils sont allés le chercher, sérieux, hein. Quand tu l'ouvres le truc, ça varie 5 à 1 cm quand ça s'ouvre. Ils se foutent de notre gueule, 101 mm. Sérieux. Bon, cela étant dit, performance. Alors, tu dois regarder les performances et pourquoi c'est important? Parce que bah, toi, tu veux un rendu par rapport à genre des labels des fois, hein, genre label Bepos ou label Passive House, des trucs comme ça. On te demande la RT 2012, tout ça, on te demande genre R égale 8 ou R égale machin. Donc toi, tu vas devoir additionner les R qui sont ici. Ok, donc là par exemple, il y a marqué R égale 2,85.
Ok. Et lui a marqué R égale 3,15. Ah, ah, ah. Donc maintenant, tu en as un, il fait R égale 3,15, l'autre il fait 2,85. Ok, du coup, ça veut dire que si tu dois atteindre un certain R, tu vas comparer. Mais par exemple, si euh, tu dois. Attends, j'avais un truc à dire, mais je sais plus quoi dire. T'as senti là que je commençais à m'embrouiller sévère. Attends. Euh, Est-ce que c'est nécessaire que je fasse une pause? Ouais, je fais une pause, je reviens tout de suite là. Bah oui, j'ai trouvé. Avant de vous parler du R, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Bon voilà, R c'est la résistance thermique, ok? C'est-à-dire c'est la résistance qu'offre le matériau selon son type de fibre, de composition à lui-même, quoi. Euh, c'est sa résistance à faire transiter la chaleur qui est chez toi vers l'extérieur. Donc ta déperdition thermique, ok? Donc plus le R est important, plus il fait de résistance à la déperdition de ta chaleur vers l'extérieur. Donc plus il résiste, plus tu gardes ta chaleur chez toi. On est clair? C'est simple. Ok? Et ça, c'est souvent lié au lambda qui est ici. C'est un petit symbole. Tu le vois mieux sur celui-là. Attends, regarde. C'est marqué carrément. Ils ont voulu faire bien, marquer un truc genre. Je t'ai écrit un truc en grec. Voilà, d'accord? Lambda. Et il y a le petit symbole à côté. Ok, que tu as bien repéré. Ok. Voilà, parce que des fois, il y a juste le symbole et puis après le chiffre. Alors là, tu vois, c'est souvent lié. C'est-à-dire que là, il y a R égale 2,85. Donc résistance thermique égale 2,85. C'est calculé au mètre carré, d'accord, sur la surface. Égale 2,85. Et le lambda est de 0,035. Lui, il est de 3,15 et le lambda est de 0,032. Donc en fait, là, ça montre que le delta, donc la capacité à conduire la chaleur, elle est plus importante ici que là. Donc moins ton matériau a une capacité à faire transiter la chaleur et plus de temps ça lui prend à la chaleur à passer. Donc ton résistance thermique, elle est plus importante. Ok. Euh, Qu'est-ce qui joue? Alors là, je vais t'enlever une petite légende. Ou alors je la réserve pour une autre vidéo. Ouais, je te le dis maintenant. La légende de je prends de la laine de roche ou je prends de la laine de verre. Eh ben en fait, rien à voir. Tout ça, c'est basé sur le fait que dans la laine de roche, c'est des fibres courtes et dans la laine de verre, c'est des fibres longues. Donc en fait, sur une surface donnée, si tu devais compacter de la laine de roche et de la laine de verre, il y aurait plus de fibres dans cette surface donnée de laine de roche que de laine de verre. Parce que ben, elles prennent moins de place. Donc sur cette base-là, tout le monde dit, ouais, la laine de roche, du coup, c'est mieux pour l'inertie, pour tout, etc. Pour l'acoustique, le thermique, etc. Oui, c'est vrai. Sauf que toi, selon le type de matériau que tu vas acheter, il va être plus ou moins dense. Donc éventuellement, ce n'est plus le type de matériau que tu vas acheter qui va compter, mais c'est la densité du matériau. C'est ce qu'on parlera plus tard. On en parlera plus tard. C'est l'inertie, d'accord, la capacité, le déphasage, tout ça. Et on vient d'être recoupé. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Et là, c'était par mon alarme, ouais, qui me prévenait que j'étais en retard, là. Fallait que j'aille bosser. Euh, donc, je me résume à ça. Ok? Donc, toi, tu vas regarder 3,15. Et là, 2,85. Si tout est pareil, bah là, tu peux te faire une vraie calcul de prix. Donc, si lui, il est moins cher, eh ben, tu prends lui qui est moins cher, s'il correspond à ton besoin. Parce que si tout est pareil au niveau de ta sécurité, ton utilisation, mur, plafond, etc., mais que lui, il a un R, donc une forme de laine qui permet de stocker, enfin de freiner ta perte de chaleur de façon avec de meilleures performances. Ouais, t'as vu, là, j'ai du mal à parler, là, je suis un peu fat, là. Ben, tu vas choisir lui, ok? Donc là, on a tous les bases qui ont été posées, et à la fin, tu finis par ta performance. Donc lui, il a une performance plus importante, tu le prends, et lui, tu le prends pas, ok? Mais après, là, va vraiment avoir un impact le prix. Il y en a un, il va être peut-être à 30 euros, et l'autre à 20 euros, parce que eux, ils le savent. Bah oui. Ils le savent que si tu les compares, c'est ça que tu vas regarder. C'est le prix par rapport à cette performance finale, ok? Mais toi, avant, pour comparer les bons produits, tu as fait tout le business du reste. Et la petite note en option, c'est quoi? C'est que maintenant tu passes à la phase, l'option écolo. C'est la seule que moi je te présente et que tu vois quasiment jamais. Ça commence à m'arriver. Tu te rappelles, je t'ai fait une vidéo qui n'a pas été au point. En fait, vous vous en foutez à moitié de cette vidéo, je crois. L'énergie grise. Là, ça va venir. Ça commence par exemple sur le Ursa Pure One. Ils en parlent, c'est-à-dire que là, tout le monde veut faire genre de l'écolo dans sa maison, etc. Et bah, la Ursa Pure One, c'est une laine qui
va utiliser moins d'énergie grise que les autres. C'est-à-dire que le temps de son cycle de vie, durant le temps de son cycle de vie, entre la création du produit et l'extermination du produit, bon, eh ben, il t'aura fait économiser genre 400 fois plus d'énergie que ce que ça aura coûté en énergie pour le produire, ok? La laine. Je me suis pas embrouillé? Non. C'est-à-dire que genre, il faut 100 kWh pour produire un rouleau de laine, et ben il va t'en faire économiser 400 fois plus durant son temps de vie. Donc on dit qu'il a une énergie grise importante. Pour l'instant, c'est pas pris en compte, mais disons que je pris de l'avance avec cette vidéo, c'est-à-dire que bientôt, ça sera marqué dessus, parce qu'il y a certaines étiquettes sur certains produits, ça commence. Ils affichent énergie grise. Donc toi, si tu es genre militant pour la planète, et que tu veux utiliser un matériau qui te permet à la planète de faire des économies d'énergie grâce à une production qui est bien pensée, bon, bah, tu vas commencer à regarder s'il y a marqué énergie grise tant. Ça veut dire que c'est synonyme que le fabricant a commencé à intégrer dans sa production cette qualité, c'est-à-dire que le matériau soit adapté à un parcours économique pour la planète, et donc pour les déperditions aussi énergétiques, mais en termes de parcours de vie, quoi. Donc pour chez toi, c'est juste pour ton petit plus parce que ben, t'es à fond écolo, quoi, d'accord? Nous sommes les... pour moi, ça compte, hein. On est genre les hippies modernes, ok? Donc énergie grise, c'est pas marqué sur les étiquettes. Mais prochainement, ça y sera. Voilà, ça commence, d'accord? Parce qu'ils ont du mal à l'intégrer parce que ça coûte un petit peu cher d'étudier ce genre de produit. Mais c'est quand même synonyme que l'entreprise qui commence à marquer ce genre de choses, comme Ursa avec la Pure One, eh ben, commence à en tenir compte et que du coup, elle fait un effort dans ce sens. Donc si tu veux soutenir cette entreprise, vas-y mon gars, c'est bon pour la planète. Bon allez sur ce, je te laisse. La vidéo doit faire au moins, elle est facile 15-17 minutes là ou 20 minutes, je sais pas, je m'en fous. De toute façon, je pense que si tu veux te briefer en 20 minutes sur le produit que tu vas acheter, que ça va te faire une économie et surtout un produit adapté, il fallait prendre le temps.